remercie les Utopiales pour l'invitation à animer cette rencontre avec vous, David Elbaz. Vous êtes astrophysicien au CEA. Vous dédiez vos recherches aux galaxies et plus particulièrement à leur formation. Vous consacrez aussi une bonne partie de votre temps à la transmission de vos connaissances auprès d'un public curieux, mais pas toujours initié, à l'astrophysique, bien sûr. Ça passe, cette transmission, par des livres. On peut citer la sortie en 2022 du livre 10 001 nuits de l'univers aux éditions Odile Jacob, ou tout récemment, une belle bande dessinée que vous avez publiée avec le dessinateur Mathieu Fauré, intitulée Alma, voyage initiatique d'un astronome en Terre Inca, aux éditions Alizio Sciences. Votre travail de transmission passe aussi par des conférences et même par un spectacle qui est en cours de préparation et que vous jouerez très bientôt. On parlera bien sûr aujourd'hui de tous ces travaux et de l'importance pour vous de cette exploration hors du domaine purement scientifique. Je me sens particulièrement chanceux d'être à vos côtés aujourd'hui, David, parce que vous êtes quelqu'un qui parlait des sciences comme un conteur. Et on vous écoute nous parler de sciences comme on écouterait nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs nous raconter des histoires. Puisqu'on est aux Utopiales et qu'ici on réfléchit au rôle des imaginaires et de la fiction dans nos vies, on va parler du dialogue fertile entre l'imaginaire et la science. On va aussi se demander comment on peut raconter les sciences aujourd'hui et quel récit collectif s'écrit à travers la recherche scientifique. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de vos travaux et d'un petit sujet, l'univers. Et dans cet univers, les galaxies. Le thème, cette année des Utopiales, est un tremplin parfait pour lancer cette discussion. Le thème, c'est harmonie. Cette question de l'harmonie, elle est très très accolée à l'univers. On parlait d'harmonie des sphères dans l'Antiquité. Et la première question que je souhaitais vous poser après cette introduction beaucoup trop longue, c'est est-ce que ce terme harmonie est adapté, fait bon ménage avec l'univers ? Alors, moi aussi je suis content d'être avec Antoine Beauchamp, que j'apprécie beaucoup. Le thème d'harmonie, c'est une question qui est, à mon avis, au fondement même de la science, parce que je pense que si on n'avait pas un a priori selon lequel il y a une harmonie sous-jacente dans l'univers, on n'aurait probablement pas développé la science. Alors juste une parenthèse, on dit qu'on est des compteurs, et on ne vous voit pas parce que vous êtes dans l'obscurité, la seule chose qu'on voit, c'est des compteurs. Là, de temps. Et c'est vrai que compter le temps, c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Et quand Isaac Newton a donné naissance à ce qu'on pourrait appeler vraiment la science moderne, a donné le pouvoir à l'être humain de prédire l'avenir. Avant, c'était les astrologues qui prédisaient l'avenir. Ils disaient, si Mars est conjoint à Jupiter, alors votre voisine va tomber de son étage. Maintenant, depuis Newton, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait une harmonie sous-jacente. Et c'est pas du tout évident. C'est d'ailleurs, d'après Joseph Needham, qui a étudié l'origine et l'histoire des sciences chinoises, il y a une grande question par rapport à la différence entre la Chine et l'Occident, c'est pourquoi la Chine n'a-t-elle pas développé la science telle qu'on l'a aujourd'hui, nous, modernes, à l'époque. Et ce que dit Joseph Needham, c'est parce qu'il n'avait pas la supposition de cette harmonie d'un monde créé par un créateur, un grand horloger, qu'avait Newton. Donc Newton part du principe que l'harmonie est là et qu'il va falloir essayer d'identifier cette harmonie dans l'invisible. Et donc, si je vous dis maintenant que lorsqu'une pomme se détache de la branche d'un arbre et qu'elle tombe, c'est exactement le même phénomène que lorsque la Lune tourne autour de la Terre, je ne sais pas quelle fraction de la salle va se dire ouais, enfin, non. Bof. C'est pas possible. Il y en a un qui tourne, l'autre qui tombe. Il faut quand même avoir une sacrée dose de capacité d'abstraction, comme Newton, pour comprendre qu'en fait, le mouvement naturel des choses, c'est d'aller tout droit. C'est l'inertie. Et que donc la Lune, normalement, elle devrait continuer tout droit. Et si elle tourne, c'est parce qu'elle n'arrête pas de tomber. Elle va tout droit, elle tombe. Elle va tout droit, elle tombe. Elle va tout droit, elle tombe. Elle fait des petits triangles, plein de petits triangles. Et il comprend que donc elle tombe comme la pomme, et donc il y a une loi universelle qui est la même ici et là-haut. Et ça, c'est extrêmement difficile à voir parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de singularité. Un monde où il n'y a pas deux fois le même mouvement d'une pomme qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même visage dans cette salle. Tout est différent. Comment
voir les lois de l'invisible, il faut croire dans cette harmonie. Et tout le paradoxe de la science, et je conclue là-dessus, c'est que c'est presque une croyance, l'harmonie, qu'on essaye de valider a posteriori, et le fait qu'on ait vu des lois invisibles, etc., suggère qu'il y a vraiment une harmonie, mais ça se manifeste dans le chaos. Et c'est tout le paradoxe. Alors le chaos, on y vient, parce que quand on regarde le ciel, l'harmonie, elle est assez évidente. L'expérience empirique qu'on fait de l'univers quand on l'observe à l'œil nu, on voit des choses esthétiquement très belles, qui ont l'air immuables, qui ont l'air très stables. Et c'est pas le cas. Vous parliez de chaos, c'est le chaos. Et vous, en tant que scientifique, est-ce que vous avez l'impression de vouloir réordonner ce chaos et en tout cas lui donner un sens? Alors, là, il y a deux réponses. Il y a la réponse bluff que je peux donner, scientifique, etc. Je vais le faire, mais j'annoncerai pas ça comme ça. Je ferai comme si c'était une vraie réponse. Et puis, il y a la réponse plus intime, qui est que on a besoin que ça fasse sens. Et en fait, on ne peut pas accepter un monde qui ne fait pas sens. Et donc, lorsqu'on prétend regarder le monde d'une manière totalement objective, sans un a priori, sans une grille de lecture, sans un récit dans lequel ça s'inscrit, on se ment. Parce qu'en fait, on est tous dans un récit. Tous les gens qui écoutent cette conférence aujourd'hui sont dans un contexte particulier. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de passer un message. Parce que chacun va prendre un petit bout qui va le brancher dans sa vision à lui. Et donc, tout le défi qu'on a, c'est d'essayer d'arriver à faire qu'on ait un récit commun, qu'on partage tous une même histoire, un même récit qui va faire une cohérence. Moi, depuis tout petit, il y avait un truc que je supportais pas, une chose. Une seule? Oui, ce truc, la mort. Ouais, c'est un bon sujet. C'est un truc, j'ai jamais accepté le principe. Je trouve que, d'abord, c'est tellement 2018, et en plus, et on n'arrête pas d'en parler. Les gens pratiquent tous les jours, etc. Alors ils s'entraînent, ils se disent, tiens, je te mets une petite bombe, tu vas essayer, etc. Donc on révise, on fait ce qu'on peut, etc. Je comprends que les gens essayent de nous éduquer sur Terre. Ils nous disent, regardez, voilà. Mais quand même, ce truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un univers où partout où on voit, c'est des boules de gaz qui flottent dans l'espace. Donc c'est l'univers tout entier qu'on voit est plus simple que 1 mm² du bout de votre doigt, qui a une complexité bien plus grande que tout ça. Ça, c'est 1 mm² du bout de mon doigt. Et on va dire que nous, les êtres vivants, qui sommes plus riches et complexes que tout l'univers, on meurt. C'est quoi ce délire? Et donc, je crois, et je le dirai qu'une fois, mais que lorsque Newton étudie l'univers, lorsque Galilée étudie l'univers, lorsque Einstein étudie l'univers, lorsque nos grands scientifiques d'aujourd'hui étudient l'univers, ce sont des enfants qui cherchent l'éternité. Ils cherchent cette harmonie, c'est l'autre nom de dire quelque chose qui résiste au temps, qui permet de dépasser notre finitude, qui permet de dépasser le fait qu'on est condamné, que la pomme est condamnée à tomber. Et dès lors qu'on rentre dans l'exploration de cette beauté de l'univers, effectivement, on s'aperçoit que derrière ces belles images que nous montrent les télescopes Hubble, James Webb, etc., c'est un monde en perpétuelle transformation, et que cette idée d'un univers éternel, c'était une illusion, et que cette belle image-là, c'est une étoile en train d'exploser, et au moment où elle meurt, elle fertilise l'univers, et que si elle n'était pas morte, on ne serait pas là, et que tout se transforme. Et donc cet idéal d'aller vers quelque chose d'éternel, c'est ça qui est morbide. Puisque, en fait, c'est la seule chose qui soit éternelle, c'est que rien n'est éternel. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que le changement est la clé, et pas l'inertie. Bon, là, on part Oui. On part fort. Un peu de métaphysique pour commencer. Je suis déjà parti dans un délire. Mais il y a cette notion de récit sur laquelle on reviendra, qui est capitale quand on parle de science, puisque la science est un récit collectif, et on interrogera cette création, cette écriture de ce récit collectif. Mais vous avez parlé de vous, enfants, de cette question désagréable de la mort. On va mettre de côté la mort pour un moment, on va revenir à l'enfance et à cette entrée dans les sciences par le récit. Est-ce que vous êtes venu, vous, à vous intéresser à des thématiques scientifiques par
des contes, par des récits qu'on vous a faits? Oui, il y a quelques... Donc, d'abord, quand j'étais petit, mon père me racontait des histoires sur l'univers. Et donc, tous les soirs, je me posais des questions sur l'infini. Et donc, c'était... Alors, il présentait ça comme... C'était sa vision, donc c'était un récit, c'était son histoire. Dans cette vision-là, on pourrait un jour voyager dans l'univers, on pourrait rencontrer des civilisations, d'autres êtres vivants. Donc, pour moi, ça libérait l'espace des possibles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Après aussi, j'ai découvert avec Asimov ce fait qu'il y avait une sorte de tout possible, c'est-à-dire une sorte d'infini de possibilités. Il pouvait autant faire un dictionnaire des sciences et parler de toutes les découvertes scientifiques que de faire de la science-fiction, mais on ne voyait pratiquement pas la différence parce que tout ça, ça montrait que c'était possible. Donc cet infini des possibles, pour moi, c'est libératoire. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis ça nous rend humbles aussi face au fait que on va pas pouvoir l'appréhender. Voilà. Après, pour moi, je me suis posé la question justement de qu'est-ce qui m'avait amené à la science, parce que quelque part, la science, pour beaucoup, c'est contraire à l'imaginaire, parce que c'est figer les choses, etc. Et donc, par exemple, c'est parfois des rencontres, des événements qui font ça. Je me rappelle d'une fois, j'étais en cours de maths, et puis donc la prof m'interroge pour faire un calcul. C'était en classe de première, et c'était un calcul matriciel, voilà, etc. Donc, elle pose le problème. Et puis j'arrive, et puis je donne le résultat. Et là, je vois la tête de la prof qui fait comme ça. Et je dis quoi? Et elle regarde la salle, et elle dit, est-ce qu'il y a une autre personne ici qui trouve ça évident? Alors les gens font non. Elle me regarde et me fait, pourquoi vous dites que c'est ça le résultat? Je dis, c'est évident, c'est ça. Et là, j'ai compris qu'en fait... on pouvait avoir une relation intime avec une réalité profonde et des intuitions qui nous parlent, et soit on les écoute, et des fois elles nous donnent un truc, soit on ne les écoute pas parce qu'on se dit il n'y a pas de raison que ce soit ça. Et alors là, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait toute ma carrière comme ça. C'est des moments comme ça, si je m'en rappelle d'un, c'est parce que justement, il n'y en a pas eu 18. Et c'était en première, donc voilà. c'est pas je le cite. Voilà. Mais il y a eu ce moment-là. Puis il y a eu un autre moment, j'étais en école d'ingénieur, et quand, comme j'étais assez passionné avec un ami, on était passionné par toutes ces questions, l'univers, un jour on fait un exposé. Et l'exposé, c'était sur l'univers, comment on mesure les distances dans l'univers, etc. Le prof vient nous voir à la fin, et il nous dit... J'ai pleuré en écoutant votre exposé. Là, je me dis, je comprends pas. Il dit, oui, vous m'avez rappelé des souvenirs, etc. Et donc, j'ai compris aussi que la science, c'était aussi sensible, humain. C'est pas du tout cette froideur dont on... etc. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde le monde avec un certain angle, on partage quelque chose entre nous. C'est un partage. D'ailleurs, là... On parle de science, mais on est en train de, le moment est pour moi riche parce que je vais le partager. Et donc, c'est la chose qu'on partage le plus, la science, puisque c'est quand je maintenant en tant que chercheur, je vais au Japon, en Chine, n'importe où, dans n'importe quel pays, on partage la même chose ensemble. Et au-delà du sens de ce qu'on se dit, ça nous rend plus humains. Et ça, je trouve que c'est presque plus important même que le fond de ce qu'on trouve. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, et c'est peut-être pas paradoxal, c'est que vous parlez d'humain, de sensibilité, de parler aux autres. Vous auriez pu être finalement médecin, vous auriez pu vivre avec comme objet d'étude l'humain, et vous vous intéressez à l'objet le plus immense, le plus froid en apparence, les galaxies. Qu'est-ce qui vous a amené à porter votre regard et votre recherche sur ces objets, sur leur formation? Alors pour moi, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Il se trouve qu'au début, j'avais commencé d'ailleurs à travailler sur des études sur les couplages antiferromagnétiques dans des atomes. Donc c'est des rencontres. L'idée qu'il puisse avoir un métier qui s'appelle astrophysicien et que vous avez un salaire à la fin du mois pour vous poser des questions sur l'univers, même encore maintenant, j'ose pas trop le dire quand même. C'est les gens, ils sont là, ils se disent non mais attends. Donc ça veut dire que quand il va partir d'ici, le lundi, il va aller au bureau, c'est ça qu'il fait. Et après, il est payé. Après, j'ai un peu honte quand même. Faut pas. Donc voilà, c'est des rencontres. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans la BD, c'est qu'à un moment donné, il y a cet Indien qui vit dans le désert d'Atacama qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres.
Et c'est vrai qu'en fait, les chemins qu'on prend sont liés à des rencontres et même quand on se pose une question scientifique, je vais donner un exemple, c'est que comment on fait une découverte? En fait, je vais vous dire comment on fait une découverte. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez sortir d'ici, vous allez faire des découvertes. Alors, je vais vous dire. Un jour, j'étais en Suisse et j'allais à une conférence et je logeais chez quelqu'un, chez une maison d'hôtes, et le type vient me voir, me dit vous êtes un scientifique, vous allez donner une conférence, vous voulez savoir comment on fait des découvertes? Je dis bah ouais. Et il me dit je vais vous dire. Il me dit il faut vous poser une question. Et en fait, c'est vrai que souvent, là maintenant, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent en se posant une question. Ça se trouve, ils nous écoutent de manière ouverte. Mais il me dit non, vous choisissez une question. Vous la choisissez bien. Vous la définissez, vous la ciselez comme un diamant. Vous travaillez votre question pour qu'elle soit claire, nette et précise. Une fois que vous avez votre question, et après vous pouvez en changer, mais il faut vivre avec la question. Vous avez une question, vous vous lavez les dents le matin avec, vous prenez votre petit déjeuner avec, vous allez prendre le métro avec, vous mangez avec, vous faites tout avec. Et le soir quand vous couchez avec votre question. Et le matin quand vous levez avec votre question. Elle va pousser en vous comme une plante. Elle va fleurir et vous allez voir apparaître la réponse. Et là vous allez me dire, mais c'est de la magie. En fait non. C'est que tous les petits éléments qui sont autour de nous, que ce soit dans nos travaux, que ce soit dans les dialogues avec l'autre, que ce soit sur Internet ou tout ça, vont être des petites briques qui vont pouvoir se coller sur la question. Si on n'a pas la question, ils vont partir, ils vont virevolter dans l'air. Et comme ça, de proche en proche, la question s'incarne. Et après, elle se transforme en une autre question. Moi, j'ai un étudiant en thèse, il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je lui fais, bah, on est bien. Il me fait, comment? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Bah, je dis, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, il me dit, bah voilà, il y a ça, ça et ça. Je dis, oui, mais c'est quoi la question? La quoi? Je dis, c'est quoi ta question? Ah, bah, je sais pas, moi, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je dis, oui, mais comment veux-tu trouver une réponse s'il n'y a pas de question? Alors, on développe la question, on la cisèle, etc. Et puis il arrive à une question. Pourquoi les galaxies meurent dans l'univers? C'est une des grandes questions. Okay. Je dis, ok, donc toi tu veux savoir pourquoi il y a des galaxies qui sont mortes dans l'univers, ça veut dire qu'ils ne font plus d'étoiles, qui sont devenues stériles. C'est ça ta question? Il me dit, ouais. Je dis, ok, t'as vu ce que t'as fait là? Il me dit quoi? Je dis, t'as enlevé toutes les galaxies mortes de ton échantillon parce que tu t'es dit, elles dérangent. Or, c'est le truc qui est l'énigme que tu cherches à résoudre et que t'as enlevé. Donc t'auras jamais la réponse. Merde. Le con. Il remet ses galaxies, et je dis, tiens, c'est bizarre, regarde, elles sont en bas à droite du diagramme, là. Ah, mais oui. Mais je dis, mais alors, tu serais pas en train de faire une découverte, là? Ah, si. Et il a fait une découverte. Mais sans la question, il la faisait pas. Essayez. Essayez. Alors, du coup, David, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est quoi votre question? Mais c'est ma question. Ah ben non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Aujourd'hui, ma question, c'est... Je suis comme chez le psy. Non, ma question aujourd'hui, c'est... Est-ce que les trous noirs fécondent l'univers? On les accuse d'être des tueurs de galaxies, et moi, je fais partie de l'association de défense des trous noirs. On n'est pas nombreux. Mais je m'en fous, c'est ma question. Bon, cette question, elle est vaste. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, je crois, mais c'est tant mieux. C'est aussi ça la beauté de la science, c'est de ne pas fournir des réponses dans l'instant. Des réponses, c'est bien pour dormir, par contre. Oui. Mais pour vivre, c'est des questions. Et cette question, elle est nécessairement nourrie par un rapport à l'imaginaire. Et moi, je me pose toujours cette question, et j'en profite d'être avec vous aujourd'hui pour vous la poser, c'est ce rapport entre l'hypothèse et la fiction. Ce rapport entre l'hypothèse et l'imaginaire, et finalement, ce rapport qu'on a enfant au monde, c'est ce « et si ». Et si c'était comme ça. Oui. Est-ce que l'hypothèse en soi est porteuse de
100% d'imaginaire? Elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser qu'il ne faut pas être biaisé, il ne faut pas avoir ce « et si », il ne faut pas avoir cette hypothèse imaginée, il faut avoir un regard neutre pour pouvoir avancer. On pourrait penser ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit que parfois, certains « et si », certaines hypothèses, certains a priori ont empêché de voir des choses qui étaient là. Mais je ne pense pas qu'on... Enfin, si on n'a pas Je vais prendre l'exemple justement de ces questions des trous noirs là. Et voilà. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, il y a une énigme qui est née de l'observation du fond de l'univers, très très loin dans l'univers, avec le télescope spatial James Webb. Et lorsqu'on a vu les images, on a eu une énorme surprise et on s'est posé plein de questions. Cette surprise, peu importe ce qu'elle est, je pourrais en parler, mais n'est une surprise que parce qu'on était parti de ici. Donc on conçoit un appareil pour tester le ici, on imagine tout un monde, et ensuite on regarde avec le James Webb. Et la différence entre ce qu'on avait imaginé et la réalité fait qu'on se dit surprise. Mais si maintenant je vous montrais, si vous ne partez pas de cette idée-là, de ce que vous attendez, de cette projection, de cette intuition imaginaire, etc., si je vous enlève ça et que je vous montre ce qu'on a vu, vous me direz, oui, bon, moi ça ne m'étonne pas plus. Hein. Pourquoi? Je dis, mais là, tu vois, il y en a 10. Oui. Tu croyais qu'il y en aurait 11? Non. Pourquoi ça? Le truc, c'est étonnant parce qu'en fait, normalement, il devait y en avoir une max. Bon, 10, une, etc. Oui, mais enfin, quand même, elles sont 1000 fois plus petites que ce qu'on pensait. Ah ouais, mais bon, comment tu pouvais savoir? Oui, mais enfin, ça veut dire que les lois de la physique, si tu les appliques, ça fait pas ça. Ah bon? Mais la physique, on peut pas y toucher, ça, hein, ou quoi? Bah ouais, mais peut-être que si. Je sais pas, moi. Et tout d'un coup, on se confronte à la réalité parce qu'on a une grille de lecture, on a un essai, on est capable de se projeter, on imagine. Donc l'imaginaire, c'est la clé sans laquelle on ne peut pas visualiser. Donc pour ça, par exemple, quand un ouvrage de science-fiction va projeter une certaine réalité, on peut tester des scénarios, on peut se poser des questions, et après, on peut être surpris ou pas. Sinon, rien n'est surprenant. À la limite, quelqu'un s'envolerait dans la salle, on se dirait, bah oui. Oui, je veux dire, la gravité est fatale, elle marche pour 1000 personnes, mais il y a 1 sur 1000 qui vole. Bon, statistiquement, tu peux pas me dire que c'est pas... Ouais, mais quand même. Il y a une chose là que vous soulevez, c'est quand même cette distinction entre observation, pratique, d'une certaine façon, et théorie. Vous avez fait le choix d'être observateur et de ne pas être théoricien. Oui. C'est un choix qui a été radicalement fait. Pour ça, c'est assez facile comme choix. Parce que, en fait, un théoricien comme Einstein ou comme des gens comme ça, en fait, c'est pas facile. Non, ça, on peut le dire, ouais, c'est pas très facile. Donc après, moi, ça, je vous dis ça. En réalité, après, je peux donner une autre réponse qui est non, parce qu'en fait, l'observation est fondamentale, elle permet de tester les scénarios, elle permet de tout un tas de choses. Mais en réalité, on a des affinités. Le théoricien qui est tout seul assis dans son bureau avec sa feuille et ses équations mathématiques, qui peut partir pendant 10 ans dans une direction, et puis quelqu'un arrive en lui disant, au fait, tu sais quoi, y a un type là, il vient d'observer un truc, et en fait, tes 10 ans d'observation, poubelle. Moi, j'ai vu un collègue comme ça. On était en train de bouffer, parce qu'on avait un comité, puis après on bouffe. Les scientifiques mangent. C'était le moment où on partage. Et puis, il venait d'y avoir une découverte qui était que la gravité se déplaçait. Donc, on a mesuré des ondes gravitationnelles. Donc, on a mesuré la vitesse à laquelle se déplace la gravité à la même vitesse que la lumière, à 10-15 près. Donc, ça veut dire 0, tout ça. 15, 0. Donc, ça veut dire que c'est quasiment la même vitesse. Or, tout le monde cherche une théorie alternative à la théorie de la relativité générale d'Einstein, dont on sait qu'elle ne fonctionne pas dans certaines limites, qui n'explique pas ce qui se passe au centre des trous noirs, qui n'explique pas le Big Bang, qui n'explique pas l'expansion qui accélère de l'univers. Et donc, il y avait tout un monde de théories, dont ce que lui développait, de théories alternatives. Mais dans ces théories-là, en tout cas dans la plupart des familles de ces théories-là, la vitesse de la gravité et de la lumière était un petit peu différente.
Et ils étaient tranquilles, peinards, parce que le jour où on allait vérifier que la gravité se déplace à 10-15 près avec la lumière, ils n'étaient pas prêts d'arriver. Sauf que si. On a vu la collision de 2 étoiles à neutrons qui ont eu une collision, et puis bim, le truc arrive et on peut mesurer. Et là, il était en pleurs. Enfin, il pleurait pas, mais presque. Et il m'a dit, je ne sais pas si demain je vais au bureau, je vais peut-être arrêter tout. Parce qu'il avait tout investi dans une direction. Tandis que l'observateur, lui, un jour il voit un truc, un jour il voit un autre. Voilà, on fait comme si c'était pas grand-chose, mais un jour on voit un truc. Par exemple, il y a 100 ans, Edwin Hubble voit un truc. Extraordinaire. Et là, il bouleverse tout. La conception de l'univers. Ouais. Il découvre que la Voie lactée n'est pas la seule galaxie, n'est pas l'univers entier. Il découvre qu'il y a une infinité d'autres galaxies. Enfin, en tout cas, il ne le découvre pas immédiatement, mais il ouvre cette porte-là. Ça pose une question vertigineuse. C'est aussi ce que la science fait à notre propre imaginaire collectif et à la façon dont ça nous pousse au bord de précipices qui sont vertigineux. Et à chaque fois, c'est la même chose. Alors, on ne fait pas des découvertes comme ça tous les 4 matins, mais ce genre de découverte-là, est-ce qu'on l'a digéré? D'abord, déjà, elle est extraordinaire, cette découverte. Ça se passe... Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de penser à ce qu'a vécu la personne au moment où elle fait la découverte. Pas à la période, à l'époque, c'était le début du XXe siècle. Non, non, non. Le moment précis où il y a l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit un truc, ben non, c'est plus jamais comme ça. Il était une fois. Là, il se dit, combien il reste au compte? Non, non c'est bon, je vous suis. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, un astrophysicien qui s'appelle Edwin Hubble regarde une image du ciel et il y a une nébuleuse, un nuage, qui est là, entouré de plein de petites étoiles. Il y en a une qui est un peu plus brillante que d'habitude, il met un N à côté, Nova. C'est une nouvelle étoile, en réalité, ce n'est pas qu'elle est nouvelle, mais c'est qu'elle a vécu un phénomène explosif. Une autre, N. Et une troisième, où il a marqué N. Puis, dans cette nuit-là, il regarde les images qu'il avait prises de la même région du ciel avant. Et les 2 nouvelles n'étaient pas nouvelles, sinon on ne peut pas être nouvelle plusieurs fois. Et la troisième nouvelle, avait déjà été nouvelle avant. Donc ce n'est pas une nouvelle, c'est une variable. Il barre le N, il comprend que c'est une étoile qui pulse. Or, selon le rythme de pulsation d'une étoile, on peut savoir quelle est sa distance, grâce à une loi qui a été développée par une femme qui s'appelle Henrietta Leavitt. Alors je vous rassure, vous ne la connaissez pas, c'est normal, c'est une femme. Et donc, avec cette méthode, il mesure la distance de l'étoile 1 million d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière a mis 1 million d'années. Or, le bord de notre galaxie était beaucoup plus près que ça. Donc c'était une étoile qui est dans un autre univers. Elle n'est pas dans notre univers. Et donc cette étoile change tout. Donc il barre, il écrit en rouge VAR, point d'exclamation. À partir de ce moment précis, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923, il y a d'autres univers. On vit dans un multivers qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. Et on a un univers qui est peuplé de galaxies. Ça change tout, ça. Rien qu'avec cette technique-là. Et donc... c'est dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923. La conférence de la Société américaine d'astronomie qui a lieu en janvier 1925, ils entendent parler du fait qu'il a fait ces découvertes-là, parce qu'il n'en a pas trop parlé, il voulait tester, il a fait des dizaines, des centaines d'observations d'autres étoiles pour s'assurer qu'il ne s'était pas planté, parce qu'avant d'aller voir tout le monde en disant « Excusez-moi, j'ai vu une étoile, et en fait, on vit dans un univers, en fait, qu'il est infini, puis en fait, il y en a plein des univers, et etc. » Écoutez, mon petit Hubble, vous avez fini votre petit déjeuner? Il reste encore des croissants, donc des bagels. Et donc voilà. Donc il attend. Il va pas à la réunion de la Société américaine d'astronomie et tout le monde entend parler du truc. Donc le président du comité dit écoute Edwin, tu pourrais nous venir? Non. Il leur écrit un texte que le type lit et c'est le highlight de tout l'exposé. Son article sort en décembre 1925. Où il montre pour la première fois qu'il existe d'autres galaxies. Et donc, dans quelques jours, dans quelques semaines, en 2025, on va fêter le centenaire de cette découverte-là. Et c'est une révolution, parce qu'à partir de là,
on s'aperçoit qu'on vit dans un univers dont les cellules sont les galaxies, qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, et qu'on peut regarder loin dans l'espace pour voir ce qu'était notre galaxie dans le passé. À partir de là, on ouvre une fenêtre sur la possibilité de regarder l'histoire de toute la création des formes de l'univers en regardant loin dans l'espace, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923. Et malgré tout, bon, Edwin Hubble, il n'a pas eu que ça comme fait d'armes, il a eu plein d'autres résultats merveilleux, notamment le fait que ces galaxies s'éloignent et que cette vitesse grandit. Et ça nous met face aussi à un des grands dilemmes de l'astrophysique aujourd'hui, c'est que on connaît 5% de la matière qui nous entoure dans l'infini. Ça laisse quand même 95% une belle marge de un gros point d'interrogation. Voilà, alors là, c'est là où on perd ses copains. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, dans notre monde, du coup, chacun a son imaginaire, chacun a son a priori, etc. Et c'est... Les gens ont un peu de mal avec ça. Il faut savoir que donc il y a l'édifice scientifique, il y a ce qu'on sait, et puis il y a le moment où on explore. Et parfois, ça remet en question l'édifice. Et donc, quand on explore, on peut avoir des scientifiques qui ont des visions différentes. Et donc, au moment où je vous parle, si je vous décrivais la vision officielle des choses, effectivement, 95% du contenu de l'énergie, c'est une forme de matière qu'on ne connaît pas. Pour 25%, pour 70%, une forme d'énergie qu'on ne connaît pas. Et sur les 5% qui restent, 90% n'est pas dans les galaxies et joue un rôle clé. C'est d'ailleurs pour faire ma pub, mais c'est d'ailleurs le cœur de ce que va découvrir le scientifique dans la BD Alma. Mais quand on en arrive à là, moi, ça me fait penser à cette histoire du type qui est en voiture et qui écoute la radio. Et flash spécial, un type a pris l'autoroute en sens inverse. Et lui, il dit, non, c'est pas un, c'est des dizaines. Bon, là, vous avez regagné vos copains avec une blague et avec cette façon que vous avez de raconter quand même. Vous parlez d'Alma, vous êtes scientifique, vous travaillez sur des sujets éminemment complexes et vous accordez une importance capitale à la transmission en dehors des revues scientifiques. Ça passe par des BD, je le disais, par un spectacle que vous êtes en train de monter. Pourquoi vous, David Elbaz, vous avez ce souhait de donner une autre forme à la transmission d'un savoir scientifique? Alors bon, déjà, ça fait partie de la mission du scientifique. Moi, je me sens coupable. Par exemple, je me rappelle la première fois que je suis allé au Japon. C'était pour faire de la recherche et donc je suis allé là-bas travailler sur des données d'un satellite, etc. Donc j'étais tout seul dans un pays où je parlais pas la langue et à l'époque même les rues étaient marquées en japonais et à des moments j'allais me promener et j'ai vu des paysages extraordinaires et j'ai senti une souffrance de n'avoir personne à qui le partager. Quand vous découvrez quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez pas rester sans le partager et je savais pas comment le faire. Je me suis dit un artiste qui peint, il peut peindre ça, ça va être super. Mais moi, quand je dessine, on dirait un truc de gosse. Et donc, je pouvais pas. Eh bien, nous, les scientifiques, on est aux avant-postes dans un endroit extraordinaire. Là, avec le James Webb ou autre, on voit naître les premières galaxies dans l'univers. On voit des nébuleuses où naissent des planètes Terre. On étudie l'atmosphère de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On étudie la météo dans l'atmosphère d'autres planètes qui ont des étoiles. On étudie l'état des molécules dans l'atmosphère des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On étudie la possibilité qu'il y ait des océans là-bas. On étudie tout ça. Imaginez qu'on le garde à l'intérieur. On va avoir une indigestion. Donc on a envie de le partager. Donc ça, c'est une première chose. On a envie de le partager. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais vécu d'abord autant de découvertes scientifiques en si peu de temps, donc on avance. Et en même temps, autant de remises en question de la parole de l'expert et du scientifique. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de science, avec des téléphones portables qui ont une sophistication plus grande que tout ce qui existait avant, et on utilise la science pour la questionner. Alors, bien sûr, il faut se poser des questions. Bien sûr, on est les premiers à dire ça. Mais on arrive dans une situation où la vérité de chacun vaut autant que le scientifique, à condition qu'il ait 1 million de clics. Donc la valeur de la vérité se mesure en nombre de clics. Et ça, c'est une menace
pour la civilisation, pour l'humanité. Donc c'est non-assistance à civilisation en danger que de ne pas parler avec tout le monde et faire que cette science appartienne à tout le monde et que tout le monde se l'approprie, ce questionnement, etc. La démarche scientifique. Donc pour moi, c'est presque vital. C'est presque quelqu'un en train de se noyer, on a une bouée, on ne peut pas ne pas lui envoyer. Et c'est pas nous, les scientifiques, on va sauver le monde, parce que la science, c'est un regard. Il n'y a pas que la science. Moi, quand je me posais des questions, je suis allé voir le Dalai Lama, je suis allé voir, j'ai fait le truc, je suis allé voir le Sakyatrizin en Inde, j'ai fait de la méditation, un truc comme ça. Il est vraiment fou. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas qu'une voie pour s'interroger. Alors, pourquoi le théâtre? Pourquoi le seul en scène que je vais jouer là le 10 novembre? En fait, peut-être que c'est une erreur, mais peut-être pas, mais je sais pas. Mais les gens diront. À 22h30. Mais c'est ce partage avec les gens dans un autre rapport, c'est nourrissant, parce que quand je retourne au bureau, en fait, mon angle de vue sur les choses est différent. Et j'espère que ça bénéficie mes étudiants, ça permet d'essayer de ne pas rester trop sclérosé, etc. Donc je pense qu'il doit y avoir ces échanges, c'est vital. Dans ce que vous dites, David Elbaz, il y a quelque chose de capital, c'est cette notion de récit collectif qu'est la science, qui est un récit collectif très très à part par rapport à un discours religieux, par exemple. C'est que c'est un récit qui s'écrit en permanence dans des actes de recherche, qui est sans cesse en train de questionner sa vérité, qui n'impose pas sa vérité. Enfin, il y a une précaution quand même importante à prendre quand on parle de récit collectif scientifique, c'est que on va pas tomber dans le relativisme et dire tous les discours se valent effectivement. Et je dis que la Terre est plate, bah, ça vaut autant que cette théorie d'Edwin Hubble par exemple. Mais cette notion de récit collectif et cette nourriture que peuvent trouver les scientifiques dans d'autres discours, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça fait peur à la communauté des scientifiques d'aller voir ailleurs, dans d'autres façons de comprendre le monde? Vous parliez de votre BD Alma, où finalement c'est la confrontation entre un Indien du désert d'Atacama qui regarde les galaxies, et pour lui, ces galaxies sont l'âme des ancêtres, sont l'âme des animaux qui ont peuplé la Terre. Ça, c'est pas des choses acceptable pour certains scientifiques. Oui. Alors, quand j'ai rencontré ces Indiens, en fait, j'étais allé faire un documentaire avec Carmen Castillo et Sylvie Bloom. Et donc, je suis arrivé à 3000 mètres d'altitude, dans le désert d'Atacama. Et là, elles m'ont dit, au fait, on a oublié de te dire un truc. Je dis, OK. J'ai ma brosse à dents, j'ai mon dentifrice, je vois pas quel est le... Elle me dit, voilà, tu vas rencontrer des Indiens, les Atacameños, et en fait, ils ne veulent pas parler du tout aux Blancs, aux gens de l'Occident, parce que c'est des gens qui font des mines, qui détruisent leurs terres. Et donc, ils vont te poser des questions. Et selon la réponse que tu vas donner à leurs questions, on fera ou pas le documentaire avec eux. Je dis, mais en fait, si je ne donne pas la bonne réponse, bah, on rentre. Je dis, OK. J'arrive, et en plus en espagnol. Je vous passe l'espagnol. J'arrive, et là, je tombe sur un chef de communauté indienne, un Carlos Aguilar, et un chaman. Là-bas, ils appellent ça un yatiri, qui s'appelle Don Cecilio. Et le chef de communauté indienne me dit, bon voilà, nous, quand on regarde le ciel, c'est pour que ça apporte quelque chose aux humains. Vous, quand vous regardez le ciel, si ça n'apporte rien aux humains, ça ne nous intéresse pas. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je croyais qu'il allait me dire « Oh, vous avez des belles images, que c'est beau, racontez-moi, alors vous êtes astronome, c'est bien. » Non, direct, bim. Alors, je dis « Bah écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir. Quand nous, on regarde le ciel, ça ne sert pas vraiment, en fait, en tout cas de façon directe. Mais, au moment où je vous parle, je vous regarde avec mes deux yeux, mon œil gauche et mon œil droit. Chacun de mes deux yeux voit le monde en deux dimensions. C'est deux points de vue différents. Si j'accepte deux points de vue différents qui se rencontrent et qui se croisent, émerge une troisième dimension que ni l'un ni l'autre ne peut connaître, une profondeur du monde. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre entre nos deux regards pour voir autrement. Il a souri, on a fait le film. Voilà. Et ça, c'est ça le... Et donc pour moi, c'était pas un artifice, c'est-à-dire qu'en fait, la rencontre, et d'ailleurs dans la BD, c'est ça, c'est un astronome qui en peut plus, qui est à la limite du burn-out, etc., qui va en altitude, perd connaissance, il est avec les Indiens, croiser des regards,
deux regards différents, et émerge quelque chose. Et il fait une découverte qui révolutionne notre compréhension de l'univers, etc. Il fait une analogie entre le désert et l'univers. Il comprend grâce au désert. L'Indien le dit dans le livre, mais c'est ce qu'il m'a dit lui. Il m'a dit, ici, il n'y a rien, et en même temps, il y a tout. Quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire, et en même temps, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Puis maintenant, je sais que c'est là qu'il y a les plus grandes mines de lithium, de cuivre, que tout l'avenir des voitures électriques, etc., repose dans leur sous-sol, et qu'on est en train d'épuiser leurs réserves d'eau, etc. Donc j'ai découvert ça. Quand je suis rentré en France après le documentaire, on a fait une projection, et là il y a un collègue scientifique qui est venu me voir, il me fait « je n'ai pas du tout aimé le film ». Alors je dis « ah bon ?» Et je dis « pourquoi ?» Il me dit « à aucun moment tu n'expliques à ces Indiens que ce qu'ils pensent est complètement primitif et que depuis longtemps on a dépassé tout ça. » Alors je le regarde, je lui fais « ouh, tu me rassures, j'ai cru que c'était pour une bonne raison. » Non, mais en même temps, cette remarque-là, elle est hyper intéressante parce que ça nous dit aussi ce nettoyage qu'il y a à faire dans la transmission du savoir scientifique et cette nécessité à pas être toujours dans une position de surplomb qui a usé le public qui reçoit ça et qui du coup va se tourner vers des théories complètement farfelues, justement parce qu'ils se disent bon bah non, j'en ai marre qu'on me dise comment penser les choses. Oui, il faut c'est ça qui est extraordinaire. Il faut arriver à garder un esprit ouvert. D'ailleurs, on voit bien, quand Georges Lemaître rencontre Albert Einstein, il a son... Donc c'est un religieux, il avait le col du religieux, le col blanc. Il va voir Einstein et il lui dit « l'univers a un commencement ». Attendez, on l'a déjà fait celle-là. C'est bon. Sauf que le Georges Lemaître en question, c'est un super bon mathématicien. Il a intégré toute la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il a résolu les équations qu'Einstein n'avait pas réussi à résoudre. Et Einstein lui dit, oui, vos mathématiques sont parfaites, mais le résultat, il est abominable. Ça veut dire quoi? Tout a commencé, vous foutez... C'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Et donc, il y a une résistance. Donc, ça prouve bien qu'on est dans un récit. On est dans une croyance, dans quelque chose qui a été fertile pour Einstein jusqu'à une limite, et qui est devenu le blocage. Georges Lemaître, on va dire, la religion contre la science. Oui et non. C'est vrai que des fois, oui, oui, si vous brûlez tous les gens qui vous disent des choses, vous avancez moins vite. D'accord. Mais voilà, Newton pensait en un créateur, ça l'a aidé. Voilà, le maître, etc. Et donc, tout est possible. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et donc, le scientifique doit accepter. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est ça qui nous distingue du complotiste. C'est-à-dire que le complotiste, lui, il vous dit « moi, je doute ». Alors il va douter des choses comme ça. Il dit, voyez, moi j'ai la démarche scientifique, je doute. Et je peux même vous douter de manière logique. Et puis je construis un truc de façon logique. Sauf que le scientifique, il a ça aussi, mais il nomme son ignorance. Il a ce que Nicolas de Cuse avait appelé au XVe siècle la docte-ignorance. Et d'ailleurs, une ignorance savante, qui est le niveau ultime du savoir, c'est l'espace libre où vous pouvez faire émerger de la nouvelle connaissance. C'est l'ignorance. C'est comme le vide. Si vous n'avez pas de vide, vous ne pouvez pas vous déplacer. S'il n'y a pas d'espace, vous ne pouvez pas vous déplacer. Il faut de l'ignorance. Il faut la nommer, il faut la reconnaître, etc. Le scientifique, dès lors qu'il fait ça, il est en position de fragilité. Mais c'est ça qui le distingue de l'autre, et c'est ça qui le distingue et du complotiste et de l'intelligence artificielle. Parce que lui, il sait qu'il est ignorant, et il va pouvoir extrapoler un monde imaginaire. L'intelligence artificielle, quand on l'utilise en science, on fait des interpolations, mais on ne peut pas faire des extrapolations, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plonger dans cet imaginaire du nouveau qui nécessite un vide, comme ça. Et ça, c'est ça qui nous rend humains. Et donc, quelque part, et je finirai là-dessus, cette démarche scientifique, ce qu'elle m'apporte, c'est de trouver ce qui fait de nous des humains. C'est paradoxal, puisqu'elle a l'air inhumaine. Et c'est juste ça. Petit paradoxe là. Et ça permet de concilier le singulier et l'universel. Des questions qui vous tiennent à cœur. Oui. Et accepter donc de ne pas savoir et aller chercher. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup David Elbaz. On va passer à la séance des questions-réponses. Si vous souhaitez interpeller David. Alors David, vous serez à la librairie à 15h tout à l'heure pour dédicacer votre bande dessinée. Donc si vous voulez aller voir David, vous pouvez. Voilà. Et donc, c'est l'heure tant attendue du track à nouveau. C'est là où on voit tous ceux qui dorment.
Monsieur, bonjour. Allô, 1, 2. Oui, on vous entend. D'abord, merci pour nos orateurs. Merci pour ces QFD. Merci à vous. C'est top. J'ai essayé de poser mes questions que je cisèle depuis le début de la conf. On m'a appris que les idées et les innovations flottaient dans l'air et que, en gros, le premier qui dépose le brevet a gagné la course. Si je caricature un peu. Et vous avez évoqué au tout début le fait que la culture, la civilisation qui a derrière les réflexions a ses propres biais. Alors je vais essayer d'être beaucoup plus clair dans ma question. Comment ça se fait que les mecs qui ont inventé la poudre à canon il y a 3000 ans, ils n'ont pas pensé le tir du boulet de canon comme l'a fait Einstein avec ses équations de la mécanique de base? Et est-ce que, ma question c'est ça, est-ce que tous les biais cognitifs qui sont aussi civilisationnels font que ils n'auraient pas pu le trouver parce que, je dis une connerie, ils font des idéogrammes et qui parlent vraiment très bizarre? Alors, je ne sais pas si je peux répondre bien à cette question, parce qu'il y a beaucoup de ramifications, j'ai l'impression, dans cette question qui est encore en train d'être ciselée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des collègues scientifiques qui vivent un sentiment de culpabilité face au réchauffement climatique. Parce que on peut dire que celui qui a inventé l'engrais, celui qui a inventé le moteur, etc., comment a-t-il pu ne pas penser qu'il allait provoquer le réchauffement climatique? Qu'on allait avoir une population qui allait atteindre 8 milliards, etc., etc. Est-ce qu'on doit avoir une vision complète de toutes les ramifications de tout ce qu'on trouve, que ce soit la peau? Et est-ce que notre culture, parfois féconde notre imaginaire, et parfois le bloque? Et je pense qu'il y a de tout. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'effectivement, il est très possible que là, maintenant, il y ait une réalité fondamentale qui répond à beaucoup de nos questions qu'on ne voit pas, parce que dans la culture, dans la civilisation dans laquelle on vit, c'est impossible. Certains le disent en disant « Nous vivons dans un monde qui est conditionné par le temps. » Et ils disent je vais dire que c'est une variable, et mathématiquement, je vais me débarrasser de cette variable, et je vais décrire un monde qui est atemporel, et je vais inventer une nouvelle loi, etc., et je vais essayer de résoudre des problèmes qui sont liés à la gravité, etc. Et il y a certains qui prétendent qu'on peut avancer comme ça. Voilà, donc il y a des gens qui font ça. Moi, ma façon d'aborder ça, c'est de toucher aux mots. C'est-à-dire que je vois que certains mots renferment le sujet, ferment le sujet. Donc il est fondamental que quand on nomme quelque chose, on soit sensible aux mots. Je vais donner un exemple. Nous, par exemple, en astrophysique, il y a des galaxies donc, qui sont devenues stériles, qui ne forment plus d'étoiles. Et avant, on disait qu'elles étaient passives, elles ne forment plus d'étoiles. Puis après, on a dit, ces galaxies, elles ont pu subir un phénomène de quenching. C'est un mot anglais qui rappelle le trempage d'un métal qu'on trempe dans l'eau froide, et pouf, il durcit d'un coup solide. Et on entendait par là le fait qu'elles ont pu avoir un phénomène violent qui les a vidées de leur réservoir, et elles ne pourraient plus jamais former d'étoiles. Et de proche en proche, au lieu de dire qu'il y a ce phénomène possible, on a appelé les galaxies qui sont passives des galaxies quenched. Et donc, du fait qu'on utilise ce mot, pour tout le monde, une galaxie a été assassinée et ne peut pas être... on perd tout un tas de scénarios. Donc le mot qu'on emploie empêche d'aller voir ailleurs. Et donc là, aujourd'hui, dans notre langage, dans notre façon de nommer les choses, ou même d'enseigner, on ferme certaines pistes, certaines voies. Quand on dit matière noire, vous allez me dire, vous savez que c'est de la matière? Alors, ou énergie noire. Bon. Et donc on a des mots comme ça et qui vont donc effectivement parfois il faut arriver à sortir du cadre, mais c'est très difficile. Donc la civilisation chinoise, c'est un gros défi. Il y a plein d'explications possibles du fait pourquoi ils n'ont pas développé la science moderne telle que nous on l'a développée. Donc Joseph Needham disait parce qu'il ne croyait pas en un Dieu créateur. D'autres disaient que c'était parce qu'ils n'avaient pas les universités comme nous, où voilà, la Renaissance, il y a eu des échanges d'idées et c'était de maître à disciple. Donc comme c'était de maître à disciple avec un secret de savoir faire le métal de telle qualité ou l'artisan, etc., on ne partageait pas le savoir. Or tout vient du partage. Donc il y a plein d'explications possibles même de ça.
Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut être vigilant de tous ces écueils, effectivement, de tous ces a priori, et en même temps savoir les utiliser sciemment en s'accrochant pas. Pour moi, la clé, c'est juste ça. C'est pas rester accroché à une idée. Dès qu'on voit qu'elle commence à pas fonctionner, accepter de la laisser de côté, quoi. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a un peu inquiétée au début. C'est bien ça. Voilà, rien n'est éternel. Et alors, je me demandais, mais est-ce que toute masse ou énergie ou quoi n'est-elle pas créée, composée de matière qui ne disparaît jamais mais se transforme continuellement, finalement? Eh bien, c'est une très bonne question. Supposons cet a priori que vous avez là. Vous vous dites, la matière, elle est là de tout temps. C'est son arrangement qui change. Tout se transforme, mais ce qui est éternel, c'est la matière. Ça vous empêchera d'imaginer le Big Bang. Parce que le scénario dans lequel on vit actuellement, c'est un scénario dans lequel les atomes sont nés 380 000 ans après le Big Bang, les protons sont nés un peu plus tôt, les quarks, plutôt, et avant. Avant, il n'y avait pas de particules de matière. Les particules de matière, ce sont des grumeaux d'une énergie primordiale. Alors, même ça, certains l'appellent l'inflaton. Certains disent que c'est peut-être même la lumière, etc. Donc, même la matière, dont on pense que tout est qu'un changement d'arrangement, n'est pas éternelle. Et donc, oui, rien n'est éternel. Et c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Alan Guth, en 1981, a écrit un article dont lui-même s'est interdit d'y penser avant d'avoir pensé à cette idée-là. Cette idée, c'est quoi? C'est qu'il s'est dit, comment peut-on faire émerger tout l'univers, ne serait-ce qu'observable, d'un point ou même d'une fluctuation de vide? Il dit, comment c'est possible? Il se dit, mais de quoi parle-t-on? De l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est la totalité de tout ce qui existe. Ça vaut combien en énergie? Et là, il aboutit à la conclusion que ça peut valoir zéro. Ça peut valoir zéro, parce que l'énergie gravitationnelle est une énergie négative. Ça peut valoir zéro. Et là, il se dit, mais alors en fait, il n'y a rien à créer, il n'y a rien. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus bluffant de toute l'astrophysique. C'est-à-dire que tout, vous tous, et nous, et la Terre, et le Soleil, et les galaxies, vous faites le bilan de tout ça, il y a zéro. Il n'y a rien. D'un point de vue énergétique, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'énergie gravitationnelle est négative. Je vous passe le truc, mais en gros, si ce micro flottait dans l'espace, dans le vide, il aurait une énergie nulle par rapport à la gravité. Sur Terre, il a une énergie qui vaut X. Que vaut X? Eh bien, pour que ce micro soit là-bas, il faut que je le mette dans une fusée et que je l'envoie là-bas. Donc, il faut que je lui donne une énergie. Donc, X plus l'énergie que je lui donne pour aller là-bas où ça vaut 0 égale 0. X plus beaucoup d'énergie égale 0, ça veut dire que X égale moins beaucoup d'énergie. OK? Ben, si vous faites le calcul, vous pouvez arriver, et il y a des articles récents qui disent que c'est même le plus probable, je ne sais pas si c'est le cas, Stephen Hawking c'est ce qu'il pensait, Alan Guth c'est ce qu'il pensait, certains scientifiques le pensent, le bilan global c'est 0. Donc là, l'univers c'est quand même beaucoup d'imagination. On retombe sur nos pattes. On va relever les copies quand même après, sur cette question de X. Oui, une autre question. Bonjour, je suis là. Oui. Merci beaucoup pour cette discussion. Ouais. J'aurais bien aimé vous entendre un peu plus sur l'énergie noire. Vous en avez reparlé justement après. Sur la matière noire, l'énergie noire, qui est quelque chose d'un peu flou pour moi. et également sur l'invisible. Vous n'êtes pas le seul, hein, rassurez-vous. Également sur l'invisible et sur cette dimension très mystérieuse aussi, et votre vision avec tout ça. Ok. Alors, l'invisible, on peut dire qu'il y a 3 niveaux d'invisible. Niveau 1, ce qui n'est pas visible pour nos yeux. Donc les ultraviolets, l'infrarouge, les rayons X sont invisibles. Le mardi 11 février 1800, Wilhelm Herschel met des petits thermomètres à côté des couleurs de l'arc-en-ciel avec un prisme, il regarde la température du rouge, du bleu, etc. Et puis il met un thermomètre à côté du rouge et il voit que la température monte. Donc il y a un rayonnement invisible, ce qu'on va appeler plus tard l'infrarouge.
pratiquement un siècle plus tard, Wilhelm Röntgen, qui était daltonien, fait l'expérience avec un courant électrique qu'il fait passer, puis tout d'un coup, il voit sur le côté, je dis pourquoi il est daltonien, parce qu'en fait, les daltoniens ont une meilleure vision sur le côté. Il voit de la lumière sur le côté, quelque chose qui devient phosphorescent, il découvre les rayons X. Alors ce qui est rigolo, c'est que William, on dit Bill, et l'autre s'appelle Willem, on dit Bill. Et donc j'aime bien dire qu'en fait, ne pensez pas que tous les scientifiques sont débiles. Mais donc ça, c'est le premier niveau d'invisible. Et elle était pas mal. On appelle ça une daddy's joke en anglais. Ça, c'est le premier niveau d'invisible. Deuxième niveau d'invisible. Vous regardez le mouvement des astres, on se déplace à 800 000 km/h dans notre galaxie, la Voie lactée. On devrait être parti depuis longtemps avec cette vitesse parce que la gravité de la galaxie n'est pas assez grande. On invoque la matière noire, qui est un excédent de gravité pour faire ça. Les galaxies semblent se repousser. Les galaxies se repoussent. Depuis 6 milliards d'années, l'univers accélère son expansion. On invoque une nouvelle énergie, l'énergie noire. Vous avez dit, je ne comprends pas très bien ça. C'est donc que vous l'avez bien compris. Parce que si vous l'aviez compris, c'est que vous auriez mal lu ce que vous avez lu. Si vous l'avez bien lu, c'est que c'est pas compréhensible. Alors, pour l'instant, ce sont des noms à des choses qu'on cherche à expliquer. On a envoyé un satellite qui s'appelle le satellite Euclide, qui regarde les déformations de l'espace engendrées par la matière noire à différentes époques de l'histoire de l'univers pour essayer de comprendre l'accélération de l'expansion de l'univers, essayer de comprendre ce que c'est que la nature de cette énergie noire. Aujourd'hui, c'est possible que la matière noire existe. C'est possible que l'énergie noire soit une propriété de l'espace qui s'étend, qui a une propension à s'étendre, soit une propriété du vide, soit autre chose. On appelle ça de la quintessence, une sorte de fluide qui remplit, c'est le retour de la 5e essence, la quintessence, le truc des Grecs, l'éther. Tout ça, il y a des théories qui sortent pratiquement tous les jours sur tout ça. Donc c'est quasiment impossible à résumer. Dans les jours qui viennent, peut-être pas les jours, mais disons dans quelques mois, on va avoir les premiers résultats sur les galaxies avec Euclide, et dans 1 an, on va avoir les premiers résultats sur la cosmologie avec satellite Euclide. C'est un des grâles pour les astrophysiciens. Donc ce deuxième niveau d'invisible, ces composantes invisibles qui contrôlent tout l'univers. Troisième niveau d'invisible, les lois mathématiques qui régissent le monde. La constante de gravité, G, elle est écrite où? Qu'est-ce qui fait qu'une particule, quand elle naît, dans l'univers primordial, elle sait qu'il faut qu'elle respecte G? Dans un autre invisible, il existe une mathématisation du monde qui régit le monde encore plus invisible. Mais ce truc-là, G, est-ce qu'il émerge avec le Big Bang? Et si j'ai un multivers, j'ai un G différent dans les autres, ce qui fait que seulement celui-ci est fertile et pas les autres? Ou bien G est tout le temps là? Cet invisible-là, comment on va le toucher, celui-là? C'est le troisième niveau d'invisible qui est le plus subtil. Voilà. On s'en tiendra là pour les questions. Vous pouvez retrouver David à la librairie des Utopiales. Merci beaucoup.